I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bonjour à tous, bienvenue dans Money Time, l'émission produite par Aircube Media Group. Au programme du jour, on va parler de la tech qui dope les résultats du côté de Wall Street, la tech et l'IA. Et pendant ce temps-là, le CAC 40 et la France qui gardent leur calme. On parlera pédagogie, on réfléchira à comment bien choisir vos ETF. Un peu de pédagogie qui ne ferait pas de mal. On parlera aussi d'une réserve stratégique de Bitcoin. Oui, peut-être bientôt en France. C'est discuté à l'Assemblée nationale. On va voir ça dans l'émission. Et puis on parlera de couple. 2 tiers des Français discutent d'investissement sur l'oreiller. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour avoir ces conversations le plus calmement possible? On s'occupe aussi de votre couple dans cette émission. Pas d'émission qui claque sans invité solide. Et je peux vous dire que le plateau du jour est costaud. On sera avec Sébastien Coinon, la voix tech du podcast Tech 45. On sera avec la plume de la newsletter Snowball, Johan Lopez. Nicolas Domnesque, alias Nicolas Finance sur les réseaux. C'est le CIF le plus corporate d'Instagram. On sera avec Monsieur Bitcoin de Bitstack, Alexandre Stachenko. Et puis Antoine Andréani, la tête chercheuse d'XTB. Un casting 5 étoiles pour parler tech, finance et investissement pour vous aider dans votre vie quotidienne d'investisseur et d'investisseuse. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes vidéo et audio et sur les réseaux sociaux. C'est parti, c'est Money Time. On passe la tech américaine au macroscope ce matin avec Sébastien Coinon, animateur du podcast Tech 45. Bonjour Seb. Salut Lorraine. Et avec Johan Lopez, la plume derrière la newsletter Snowball. Bonjour Johan. Bonjour Lorraine. Qui de mieux que vous pour parler de tech avec vos passions respectives. On essaye de comprendre un peu ce qui se passe du côté de Wall Street qui poursuit son accélération pendant que nous en Europe, on marque le pas ou en tout cas on garde la tête froide, on va dire. Seb, à chaud, comment tu anticipes les résultats de la tech américaine? Tout n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous, investisseurs particuliers, de ce qui est en train de se passer, de ce bouillonnement? Écoute, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà, tant que l'orchestre joue, il faut accompagner le mouvement. Et c'est vrai qu'on va de record en record. Il n'y a pas de déception pour l'instant. Alors, voilà, on croise les doigts, mais c'est vrai que ça fait au moins 12-18 mois où on se dit est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste? On parlera sûrement aujourd'hui, bulle, pas bulle. Et toujours est-il qu'on arrive à être en ligne, voire à battre les consensus. Et tu arrives maintenant à des boîtes qui valent 2 trillions, 3 trillions, 4 trillions pour Apple. Pourquoi pas 5 trillions avant la fin de l'année pour Nvidia. Donc ça fait 5 000 milliards, ça commence à faire beaucoup là, beaucoup de zéros. Donc j'attends de voir. Moi, je me souviens d'une époque où toi et moi, on avait fêté les 1000 milliards de valo d'Apple. Je ne sais même pas quelle année c'était. Quel siècle? 2018, je pense. C'était 4 fois moins qu'aujourd'hui, presque 5 fois de moins quand on parle de Nvidia. Toi, Johan, qu'est-ce que tu retiens là, de cette rentrée et de cette tech américaine qui continue à nous donner chaud? Tout le monde parle de bulle, c'est vrai, et tout le monde dit qu'il y a une bulle. La question, c'est jusqu'où elle va monter et comment elle va exploser. Parce que là, je crois que c'était ce matin, Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, qui nous a dit il n'y a pas de bulle, on a des commandes pour 500 milliards ou un truc comme ça de puces, ces nouvelles puces Blackwell ou un truc dans le genre. Donc 2026, je pense pas que ça va péter, donc ça va continuer de monter. Donc moi, je vois un peu en mode la fusée continue, quoi. Bon, si on doit s'arrêter sur une ou 2 entreprises qu'il faut surveiller de très près, ce serait laquelle pour toi, Sam? Ce serait lesquelles? C'est dur comme question. Écoute, si tu les prends, chacune indépendamment, Apple, exemple, qui a longtemps fait la course en tête, ce qui n'est plus le cas depuis quelques trimestres, on va te dire, voilà, regardons les ventes d'iPhone 17, ça va être très précis. Après, sur l'IA, là, pour le coup, il y a des cortèges de gens derrière Nvidia. On a vu quantité d'accords se nouer ces dernières semaines. Je crois qu'il y en a maintenant, pas tous les jours, mais franchement, tous les 48 heures, 72 heures. Le dernier Nokia. Nokia, hier, effectivement, avec cette participation d'1 milliard, qui est symbolique pour Nvidia, mais pour Nokia, ça n'allait pas, puisque l'action a flambé de 20%. Et donc, c'est vrai que ça emmène beaucoup de gens. Et donc, je vais regarder notamment ce qu'on appelle les price earnings, les PE, et même encore plus pour les techniciens, les forward PE. Donc, on va dire peut-être le ratio court-bénéfice, peut-être pas à l'instant T, mais projeté, à 26 ou 2027. Et là, c'est vrai que certains, ça fait peur, ça va être du 200, du 300, du 400, si tu parles de Palantir, si tu parles de Tesla. Mais pour même des boîtes d'IA, Nvidia, etc., tu es sur des choses comme 40, comme 35, Google, tu es à moins de 30. Donc, ce n'est pas des ratios, si tu veux, incroyables. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas forcément, c'est même pas du tout la bulle, pour moi en tout cas, de l'an 2000.
Ce débat bulle ou pas bulle, Johan, tu es de quel côté? Moi, je suis côté bulle, mais bulle saine qui est nécessaire et juste jusqu'où elle va aller, quoi. Jusqu'où on continue de surfer sur la vague. Est-ce qu'on sort trop tôt? Est-ce qu'on sort pas trop tôt? C'est toujours la grande question. Mais en tout cas, sur du long terme, on ne va pas vivre quelque chose comme les années 2000, je pense, parce que comme tu dis, ça génère du cash. Donc on n'est pas sur des boîtes qui génèrent rien, comme en 2000. Donc c'est vraiment un monde différent, quoi. Donc je pense que, en tout cas, 2026, pour moi, on est encore safe. Ça va pas péter. Sébastien disait que s'il y avait une boîte à retenir, c'était Apple pour lui. Pour toi, ça C'est serait Apple, quoi? du coup? C'est ça, ta J'ai pas réponse? vraiment répondu. t'as raison. Oui, plus J'ai ça, noyé moi. le poisson. Et toi? Si je devais en donner une... Ça peut être un choix du cœur, hein? alors, ce ne sera pas un choix du cœur, mais je dirais que Meta est quand même pas mal. Toi, t'es le genre de gars qui a déjà acheté des lunettes Meta, je suis sûre. Ou qui Non, envisage j'y sérieusement pense, de le faire. j'y pense, oui, mais en mode gadget, je vais pas les utiliser, ouais, parce que je trouve ça un peu Pourquoi cringe Meta? d'avoir- Pourquoi Meta? Bah, Meta, ils sont quand même... Enfin, en tout cas, en termes de capex, de dépenses, je pense qu'ils y vont très fort et Zuckerberg, il a toujours démontré, en tout cas, qu'il faisait des bons choix stratégiques. Pas tout le temps, mais comme tout le monde, on peut pas être parfait. Donc je lui fais assez confiance ici, même si bon, Metaverse, ça n'a pas, on va pas dire ça, ça n'a pas vraiment marché. Mais si, quand même, il y a eu les Ray-Ban, enfin il y a eu des trucs qui sont sortis de ça. Ouais. Donc je lui fais C'est quand pas même. l'innovation de l'Apple, En fait, ouais, de l'iPhone de 2007. Non, c'est sûr, mais peut-être qu'on y va, quoi. Donc ouais, Zuckerberg, Meta, je suis assez confiant. Bon, en tout cas, Meta illustre bien ce super cycle d'investissement dans l'IA dans lequel on est. On peut difficilement répondre à cette histoire de bulle ou pas bulle. En tout cas, les résultats de la tech seront, comment dire, un élément de lecture que chacun pourra tirer. Ça nous emmène à la question du marché boursier et des potentielles entrées en bourse dans la tech. Si on fait un petit comparatif entre ce qui se passe aux US et ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs particuliers qui nous écoutent, Seb? Bon, en Europe, ça repart un peu. Si tu regardes depuis le début de l'année, on va dire sur les 9 premiers mois, le problème, c'est que c'est pas chez nous. Donc ça va être en Allemagne, ça va être en Suisse. En France, je parle sous ton contrôle, Johan, je crois qu'il n'y en a eu qu'une au 3e trimestre, donc cet été, Ouais. on va dire. Semco, de mémoire, Semco Technologies, que pas grand monde connaît, mais c'est une super boîte. Quand tu te penches, tu regardes, tu vois que c'est un équipementier dans les semi-conducteurs, donc c'est un peu la tendance, hein, et on n'a pas beaucoup. En France, encore en Europe, on a SML évidemment qui fait des grosses machines qui valent des millions d'euros et de dollars, parce qu'ils les vendent à l'étranger. Bah, Semco, c'est un peu pareil, donc c'est un équipementier, donc c'est beaucoup plus petit, mais ils vont travailler dans la 5G, dans la défense et dans l'IA. Et c'est une boîte qui fait quelques dizaines de millions d'euros Boîte de de Montpellier. chiffre d'affaires, voilà, et qui fait, figure-toi, 100% de son CA à l'export. Donc l'Asie et les US, en gros, pour faire simple. 100%. Mais on n'en a qu'une. Et qu'ils ont zéro risque France, quoi. Écoute, pour l'instant, tout va bien. Johan, sur le sujet des IPO qui occupent parfois voilà, ceux qui regardent de près leur portefeuille, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu regardes? Là, il y a clairement une nouvelle fenêtre aux États-Unis, ça c'est sûr. Enfin, il y a une sorte d'euphorie sur les marchés, donc c'est en général dans ces moments-là qu'il faut rentrer en bourse. C'est pour ça qu'on a eu 2020, 2021, beaucoup d'entrées en bourse, puis ça s'est calmé pendant 2 ans, puis là ça repart. Mais ouais, ce qui est marrant avec les IPO, c'est qu'on voit aussi pas mal de boîtes qui attendent très longtemps. Enfin, on pense à des SpaceX, Stripe, qui sont assez matures pour entrer en bourse, mais qui vont attendre encore longtemps. Parce que du coup, ils veulent éviter toutes les galères d'entrer en bourse. Mais quand même, ouais, on a vu des très belles entrées en bourse. Circle qui a cartonné. On a eu qui d'autre aux États-Unis? Figma. Figma, ouais. Enfin voilà, on a des belles entrées en bourse. Donc, ouais, en Europe, pas ouf. Mais on voit que tout le monde essaye de dépoussiérer le marché européen. Je sais qu'en Italie, ils veulent revoir un peu les règles. Londres aussi, je ne sais plus qui, Euronext voulait un peu aligner tous les marchés. Bon, on a un problème de fragmentation en Europe, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins d'entrées en bourse, je pense, contrairement aux États-Unis. Donc ouais, ça repart, mais c'est comme la bulle, hein. Jusqu'à quand? Une boîte française incarnée par Arthur Mensch qui pourrait nous intéresser si elle rentrait en bourse. On a un petit son, écoutez ça. We're not for sale. Would you IPO? Of course, that's the plan. We're not for sale. Would you IPO? Of course, that's the plan. C'était à Davos. On demandait, une journaliste de Bloomberg demandait à Arthur Mensch si une entrée en bourse était prévue. Il répond oui, c'est le plan. L'entrée en bourse de Mistral, ça serait potentiellement en Europe. On est à peu près sûr que non. Ils sont quand même très européens. Enfin, c'est ce qu'ils vendent. C'est du branding presque. C'est l'IA européenne. Donc ce serait bizarre
qu'ils entrent aux US. En tout cas, moi, je trouverais ça étrange. Ce serait bizarre d'un point de vue Marketing. identité, Oui. marketing, Seb, d'un point de vue J'y business. crois pas du tout. À court terme, j'y crois pas du tout. Pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire comme toi, je me dis, c'est de l'IA, c'est booming, donc il faut qu'ils aillent aux US. Sauf que tout le storytelling, c'est de dire on est souverain, on est non pas Européen. franco-français, parce qu'ils bossent aussi avec Nvidia, avec plein de gens, mais ça serait pas logique. Et ce côté à Paris, aujourd'hui, c'est décacorne hein, sur le papier, plus de 10 milliards. Ouais. J'ai peur que ça fasse mal. Donc, qu'il reste pas longtemps des CAC 40, si tu veux, cotés sur le marché. Donc, pour eux, oui. je leur conseille d'y aller le plus tard possible. Et je vois plutôt des Content Square, justement, aux US, y aller avant eux. Doctolib, pourquoi pas, sur Euronext, tu vois, pour le coup, qui est très européen, en Allemagne et en France. Mais je vois pas du tout Mistral à court terme. Revolut, Revolut, ça va être dans pas longtemps. US ou Londres? Je pense qu'ils sont très attachés à Londres, hein, quand même. Je les vois bien entrer à Londres. Ça ferait du bien au marché? Bah, un petit oui. peu, ouais, c'est un Revolut, oui. enfin, une vraie belle IPO en Europe. Bon, on va revenir chez nous en France parce qu'évidemment, on voit que ça boom du côté des États-Unis, il se passe plein de choses. Nous, en France, on est un petit peu coincés dans ce débat budgétaire. Je dis un petit peu pour pas dire beaucoup. On enregistre cette émission, on est mercredi 29 octobre. Évidemment, plein de choses peuvent changer. Mais j'avais envie de vous demander quel était, selon vous, observateurs respectifs des investisseurs. Et puis, voilà, Seb, tu es journaliste, Johan, tu es aussi une plume. Comment vous trouvez que le débat budgétaire impacte sur, j'allais dire, l'esprit d'entreprise français. L'esprit d'entreprise qui est porté par les entrepreneurs, mais aussi quelque part par les investisseurs et les investisseuses qui mettent des billes dans des boîtes via du business angel, via peut-être via le VC. Est-ce que, Seb, tu sens qu'il se passe quelque chose? Est-ce que les petits radars que tu as sur le terrain te permettent d'avoir un avis sur l'impact, sur l'état d'esprit, le moral entrepreneurial? Là, on est loin de l'IA. C'est sûr qu'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de bulle. Au contraire, on est au mieux résilient. On essaie de passer entre les gouttes et se dire, bon, allez, ça sera non pas mieux demain, mais essayons d'encaisser ce qui se passe. Et c'est de l'instabilité politique, c'est... tu vois, un budget 25 qui était déjà pas terrible, il y avait un effort de 3 milliards à peu près de la French Tech, et on va aller dans le même sens, c'est-à-dire on va restreindre encore plus des accès au crédit d'impôt, ou au statut jeune entreprise innovante, tu vois, on va leur demander aux entrepreneurs de faire encore plus de recherche et développement, ce qui est compliqué, du coup ils vont sortir parfois de ces dispositifs, et par wagonner, hein, c'est des centaines de startups qui du jour au lendemain se retrouvent à donc geler des embauches, geler des projets, voire les abandonner. Donc on ne peut pas dire qu'on soit globalement à la fête, et on parle quand même de 15 ou 16 000 boîtes, si tu veux, qu'on créé ou qu'on maintenu directement et indirectement un gros million d'emplois, et qui là, depuis quelques semaines, en détruisent. C'est-à-dire que le solde est négatif, et on n'avait quasiment jamais vu ça. Donc là, je ne vais pas te dire que c'est la fête, c'est pas le cas. C'est un vrai baromètre, l'emploi. Johan, qu'est-ce que tu ressens? Déjà, par nature, les Français sont assez pessimistes. Je me souviens, il y avait une étude qui était assez intéressante sur les investisseurs. Et du coup, ils montraient que certains pays européens où on est beaucoup plus optimiste, on a tendance à investir davantage. Et c'est pour ça qu'en France, on n'investit pas beaucoup, parce qu'on a un peu peur du futur. Et là, je pense, cette instabilité politique, elle rajoute une belle couche au pessimisme ambiant. Et donc, d'un point de vue investisseur perso, je pense que les gens, du coup, ils accumulent, ils investissent pas, ils ont peur, ils disent, il y a une bulle, donc, tout s'accumule en France, et du coup, on met plus de billes dans l'économie. À titre, je parle des investisseurs perso là, mais et pareil pour les entrepreneurs, quoi. C'est juste la déprime. Mais c'est marrant parce que tu es passé des entrepreneurs quasiment au retail, aux particuliers, aux investisseurs, qu'on est tous d'une manière ou d'une autre, qu'on aspire à devenir. Alors que la question de Lorraine, qui m'était dessinée tout à l'heure, c'était sur les entrepreneurs. Et c'est vrai qu'eux-mêmes ont tendance, tu vois, à basculer là dans ce camp, parce que ils sont aussi citoyens, ils consomment et tout. Et donc, s'ils voient leurs salariés inquiets et eux-mêmes rattrapés par la morosité ambiante, ils finissent par être français, alors qu'à la base, ils étaient comme entrepreneurs. Et quand tu es entrepreneur, oui, tu as ta peu propre importe météo ton et ton pavillon, propre moral. généralement, tu es plutôt optimiste quand même, et tu vas de l'avant, tu prends du risque. Le débat, on est dedans tous les ans. Là, cette année, on a l'impression qu'il tabasse particulièrement. Est-ce qu'on peut imaginer les conséquences de ce débat à moyen terme? C'est-à-dire l'année prochaine, des embauches gelées ou du retard dans le travail parce que les embauches n'ont pas été faites là, sur le dernier trimestre de l'année. Comment on peut matérialiser les conséquences de ce débat sur le tissu économique, pour le dire de manière un peu dramatique? Mais voilà, l'ambiance, ça compte quand on entreprend. Johan? Alors, en tant qu'entrepreneur... Quel est ton moral, Johan? Mon moral, il est plutôt bon, là, donc non, tout va bien. Mais je pense que oui, il y a forcément des choses qui vont plomber un peu l'économie. Après, c'est dur à dire, là. Il n'y a pas encore toutes les décisions qui ont été prises, donc c'est plus
En fait, c'est l'instabilité crée de l'attente, et du coup, l'attente, du coup, ça crée juste pas de croissance. Donc là, pour l'instant, je pourrais pas me projeter dans 6 mois ou dans un an, juste dire que attendre, c'est un peu embêtant. Et du coup, quand t'attends, tu fais rien. On va finir avec un tout petit mot d'or, parce que l'or est finalement la seule chose qui nous guide dans ce monde. Et le Bitcoin. Un peu. Oui, et Bitcoin, on parlera de Bitcoin juste après. Mais un petit mot d'or, parce qu'on en a pas mal parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que l'or nous dit de, finalement, si on dézoome, là, on quitte la France, on reprend une perspective un peu mondiale. Yoann, qu'est-ce que nous dit l'or de notre morale et de notre état d'esprit? L'or dit que ça va pas très très bien. Il est repassé ça entre va un les peu 4 000 mieux, $. oui, donc ça va un peu mieux, mais bon, c'était normal, il avait tellement augmenté. Donc ouais, ça nous dit juste que on ne sait pas de quoi demain sera fait, et donc du coup on place dans l'or parce que l'or valeur refuge par essence presque, et donc c'est pour ça qu'il a grimpé, et donc ça veut dire que on est dans une instabilité globale, économique, sociale, culturelle, enfin juste tout. On traverse un peu une tempête là. Donc on investit dans l'or parce qu'on sait que l'or il sera toujours là, on ne sait pas si demain telle ou telle boîte sera toujours là. Et l'argent qui fait mieux que l'or. D'ailleurs, si on regarde. Seb, t'as pris des ETP sur l'argent? J'ai essayé, figure-toi, et sur la plateforme que j'utilise, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu sur l'or, je te promets. Name and shame ta plateforme. Non. Mais sur l'or, c'est peut-être un futur annonceur de ton groupe. Et d'ailleurs, félicitations et je vous souhaite le meilleur avec les associés. Mais franchement, baromètre, moi, j'ai acheté pour la première fois, donc très perso, etc., mais de l'or, en l'occurrence des mines d'or. Mais alors, j'y ai jamais cru. Oui, un ETF là-dessus, mais si tu veux, j'y ai jamais cru. J'ai toujours dit à tout le monde, mais arrêtez, ça sert à rien, ça produit rien, il n'y a pas de rendement, etc. Et même moi, tu vois, j'ai été contaminé, je ne sais pas comment dire le mot, par cette ambiance morose. Et quel a été l'élément déclencheur? Tu vois. Une saturation. Non, mais tu vois un truc monter, on te dit il y a plein de risques, etc. Les marchés sont plus hauts, mais il y a aussi l'or parce qu'on se couvre, etc. Tu n'es pas le dernier pimpin, quoi. Je me suis intéressé au Bitcoin il y a près de 10 ans. Je ne vais pas laisser l'or physique me passer sous le nez s'il fait, tu vois, x2 en quelques mois, quoi. Justement, si vous cherchez à acheter des ETP ou des ETF, on va s'occuper de vous, on va faire un petit peu de pédagogie dans la séquence qui suit. Léa affole les marchés, mais l'or rassure les investisseurs. Et même Seb Coinon, la voix tech de Tech45 que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et puis vous pouvez aussi retrouver partout sur l'internet la newsletter de Yoann Lopez. Snowball, merci à tous les deux. Les meilleures séquences de cette interview seront évidemment à retrouver sur Insta, sur LinkedIn, sur TikTok et partout où vous avez vos usages sur les réseaux sociaux. On va parler au-delà de la spéculation et de la protection, on va s'occuper de votre portefeuille et la troisième voie, peut-être représentée par les ETF. On va faire un petit peu de pédagogie à suivre. C'est ETF Now. On fait le point sur les ETF pour vous qui êtes peut-être investis en tracker ou qui réfléchissez à mettre des billes dans des ETF. Ce matin, on fait un petit peu de pédagogie avec Nicolas Domnesque. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurette. Nicolas, alias Nicolas Finance sur toutes les bonnes plateformes. Nicolas, tu es créateur de contenu et puis tu es fondateur de e-investing. Avec toi, on prend le temps de faire un peu de pédagogie parce qu'on le sait, les ETF ont la cote et je dois dire, moi la première, ma grille de sélection d'ETF est très partielle, très lacunaire. Donc avec toi ce matin, on pose les bases d'une bonne sélection pour un bon portefeuille d'ETF. D'abord, ta légitimité. Ça fait combien de temps que tu as investi en ETF et comment tu es rentré dedans, si je puis dire? Yes, j'ai commencé à investir en 2017. Au début, donc c'était les produits d'investissement, les ETF n'étaient pas trop démocratisés. C'est surtout à partir de 2020-2021 avec des gros acteurs qui ont mis des grosses campagnes marketing dessus. Mais j'ai commencé à investir en actions individuelles en 2017, quand j'ai eu mes 18 ans. Et au fur et à mesure, on se renseigne, on voit qu'il y a d'autres produits, dont les ETF, qui permettent plein de choses, des faibles frais, une diversification, des choses, une fonctionnalité aussi auto-notoriante dans nos indices. Et donc bref, ça m'a un peu permis de mettre le pied à l'étrier et de pousser ma stratégie d'investissement. Intéressant. On le sait, les encours d'ETF dépassent 16 000 milliards, je crois, de dollars dans le monde. Chez nous, en France, on est un peu dans un phénomène de rattrapage parce que les ETF sont populaires aux US, mais aussi en Europe, en Allemagne depuis longtemps. Toi, tu nous dis que tu es rentré dedans après avoir fait du stock picking. Alors, quel est le premier conseil que tu peux donner à ceux et celles qui voudraient soit démarrer un portefeuille, soit à ceux ou celles qui voudraient un peu mettre du rangement dans leur portefeuille d'ETF, ranger un peu leur portefeuille d'ETF? Ok, pour moi, il y a pas une grosse erreur, mais quelque chose, il y a un gros amalgame, c'est que ETF, ça veut dire ETF Action Big Tech US. Parce qu'on entend les ETF S&P 500, Nasdaq ou MSCI World, dont le MSCI World, c'est 60-70% des Big Tech US.
Donc je dirais le premier peut-être disclaimer, c'est plutôt un ETF, c'est pas forcément des actions. Un ETF, c'est un produit dans lequel on va avoir différents actifs. Ça peut être, il y aura beaucoup d'actions, on peut avoir des obliques, on peut avoir d'autres produits. Mais je dirais la première chose, c'est de faire attention, ETF, c'est pas que des actions, c'est une forme d'ETF. Donc je dirais, pas se cantonner. Premier mythe, c'est pas que de l'equity. Exact, Ok. exact. Et aussi, les ETF, c'est dans la famille des ETP. Et dans les ETP, il y a 3 choses. ETF, ETC, ETN. ETC, vous en avez parlé juste avant avec ETC Or. On a aussi les ETN qui se font aussi avec par exemple, crypto, peut-être vous allez en aborder après. Mais bref, ça s'inscrit dans la famille des ETP. Et sur les ETF, pour moi, il y a pas mal de variables sur lesquelles il faut mettre le nez dedans pour affiner notre stratégie d'investissement et nos décisions. C'est quoi la première variable? Moi, je te dis la mienne. Le premier truc que je check, c'est la taille, le volume de l'ETF. En dessous d'un certain montant, je me dis, OK, cet ETF, il n'est pas bon. Est-ce que c'est le premier critère pour toi? Pour moi, le premier critère, c'est vraiment l'indice. 80-90% de la performance, c'est j'investis sur quoi? Est-ce que ça va être, je sais pas, pour faire simple, un Nasdaq ou ça va être un microcap China, je sais pas. Mais bref, si entre microcap China et S&P, par exemple, il y a un écart gigantesque. Donc, peut-être ça fait assez bateau de le dire, mais 80-90% de la perf de l'ETF, vraiment, c'est l'indice. Et comment on sait ce qu'il y a vraiment dans l'indice? On a plein de plateformes, des comparateurs, des agrégateurs. Je pense à Just ETF ou Extra ETF, qui sont plateformes gratuites, où on va aller dans ces plateformes, on va choisir notre ETF. Et ensuite, on va regarder, OK, qu'est-ce que j'ai dedans? C'est quoi mes géographies, mes pays, c'est quoi mes secteurs, mon top 10, et c'est quoi les boîtes que j'ai dedans? Et dans les boîtes, on va regarder la pondération. Parce qu'on peut avoir des ETF, par exemple, équipondérés. Donc, sur le S&P 500, chaque stock aura la même pondération. Ou bien, on peut avoir des ETF classiques, où ça va être une pondération par le poids. Et donc là, par exemple, sur un S&P, on peut avoir le top 10 qui prend 20-30%. Donc là, ton S&P, c'est les GAFA, quoi. Exact. Donc, je dirais le premier critère, pour moi, c'est l'indice. L'indice. Bon. Après, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, donc premier critère, l'indice. Tu avais parlé de l'encours, la taille. Pour moi aussi, c'est un bon critère à prendre en compte. Pourquoi? Parce que si on a un ETF qui n'a pas assez d'encours, on peut avoir des spreads, donc des coûts de transaction liés à ça qui peuvent être assez élevés. Aussi, on peut avoir, si on a un ETF qui a été lancé depuis plusieurs mois, années, et qui n'a pas eu assez d'encours, c'est-à-dire que l'émetteur peut ne pas être assez rentable, parce qu'il se rémunère via le TER, donc via les frais. Et s'il n'y a pas assez d'encours, donc il n'est pas assez rentable, il peut le fermer. Donc bref, la taille minimum pour toi, c'est quoi? Je dirais minimum 100 millions d'euros. Après, on peut aussi avoir 100 millions d'euros ou de dollars. Exact. On peut aussi avoir des ETF qui ont été lancés assez récemment, plusieurs mois, donc là, ça va prendre aussi avec des pincettes, mais je dirais plus ou moins 100 millions. Tu parlais des frais, justement, le TER, les frais de gestion. On entend beaucoup que sur les ETF, il n'y a pas de frais. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de frais. Il y en a. Est-ce que c'est un point de vigilance qui doit arriver très tôt dans notre grille de sélection d'après toi? Ouais, exact. Souvent, on compare gestion passive, gestion active. Quand on a de la gestion active, on peut avoir 1 à 2% de frais, ce qui est beaucoup. Et quand on revient à nos ETF, on va avoir des choses beaucoup plus faibles. On peut avoir, pour les plus faibles, 5 points de base, 0,05%. Et ça peut monter pour des ETF un peu plus exotiques, on va dire, à 0,60%. Mais je dirais que sur les gros ETF, quelque chose qui est acceptable, c'est plus ou moins 0,20%. 0,20. Yes. Ensuite, un autre critère qu'on peut considérer, ça va être la politique de distribution des dividendes. Est-ce que l'ETF est capitalisant ou distribuant? En général, si on a une stratégie d'investissement long-termiste, on va plutôt sur être capitalisant pour faire grossir le patrimoine. Et quand on a atteint une taille critique de patrimoine, on va plutôt passer sur du distribuant pour, on va dire, collecter les fruits de ces investissements. Autre chose, on peut regarder aussi l'éligibilité au PEA. PEA, c'est une très bonne enveloppe fiscale. Il y en a qui sont éligibles, certains oui, certains non. Donc, indice, capitalisant, distribuant, frais de gestion, PEA. Autre chose qui peut être assez important, c'est le type de réplication. On a des ETF. Dis-nous ça avec des mots simples, ça veut dire quoi la réplication? C'est qu'est-ce qu'on a concrètement dans l'ETF. Qu'est-ce que l'ETF vient suivre ou reproduire en gros? Exact. Et on a 2 grandes familles, physique, synthétique. Physique, c'est assez simple. J'ai physiquement dans mon fonds les boîtes de l'indice. On peut avoir soit du complet, donc j'ai toutes les boîtes, soit du échantillonnage, j'ai une partie. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est synthétique. C'est dans mon fonds, je ne vais pas avoir les boîtes de l'indice. Par exemple, un ETF européen qui va suivre le S&P 500 de manière synthétique. En fond, on n'aura pas les boîtes du S&P. On peut avoir des boîtes européennes. Et via un swap, un contrat dérivé, on va échanger la performance de mes boîtes européennes aux boîtes US. Et via ce swap, je vais prendre la performance sans les avoir en portefeuille. Et est-ce que toi, c'est un critère que tu regardes vraiment sur chaque part d'ETF que tu achètes ça? Parce que moi, pas du tout, par exemple. Ok. Comme je l'ai dit, je pense que le premier critère, c'est l'indice. Ça peut être pertinent. Si on veut faire du ETF PEA sur des indices non européens, je serai obligé de passer sur le synthétique. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi avec les ETF synthétiques, c'est qu'en général, après,
c'est pas le cas tout le temps. On peut avoir des tracking différents, donc c'est vraiment l'écart entre mon fonds et l'indice. Donc plus il est proche, plus la qualité de suivi est bonne. En général, on peut avoir un tracking différence plus faible sur des ETF synthétiques par rapport à des physiques. Justement, dans les points d'attention qu'on a tous dû bien prendre en compte depuis quelques temps, c'est les différences de taux de change. Je pense à tous ceux et celles qui ont investi beaucoup en ETF S&P 500 et qui, par exemple, sont sur des ETF en euros et qui, du coup, ne comprennent pas la performance dégradée par rapport aux ETF libellés en dollars. Raconte-nous l'importance de veiller sur ce taux de change ou comment se protéger du taux de change. Exact. On a certains ETF qui permettent de se hedger contre le couple nous on investit en euros, euro-dollar ou ça peut être d'autres devises. Là, comme tu l'as dit, en début 2025, investir en dollars sur un S&P 500, mais le S&P 500, il peut monter, mais le couple euro-dollar ne va pas dans notre sens, donc on peut être break-even, voire en perte. Donc c'est une variable sur laquelle il faut faire attention. Mais on peut, en général, sur les ETF hedgés, on va avoir un TER qui peut être un peu plus élevé qu'un ETF non hedgé. Donc c'est un peu est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, dans notre stratégie? Il faut avoir ça en tête. Après, ça dépend. Est-ce qu'on veut s'exposer au dollar? Oui ou non. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Tout à l'heure, tu parlais de la longueur de l'investissement dans l'ETF. Si on est là pour le long terme, on est là pour un peu plus, pas de la spéculation, mais être un peu plus dans le court terme. Le type d'exposition, c'est quelque chose d'important. Comment tu dis ça avec les mots de tous les jours? La plupart des ETF, on va avoir des réplications, ce qu'on va dire longues. Si ça monte, je gagne parce que je suis la hausse du cours. On peut avoir des ETF assez différents avec une réplication courte, c'est-à-dire si l'indice augmente, mon ETF baisse. Donc c'est un peu inversé. Et aussi, on peut avoir des ETF à effet de levier, c'est-à-dire que si ça monte de 1, moi je prends x2. Donc ça va être l'effet de levier x2, ça peut monter jusqu'à x3. Il peut y avoir plus, mais sur les gros ETF, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Et pareil, on peut avoir sur de l'inversé, du moins 1 ou moins 2. Pour moi, sur un investisseur long terme assez débutant, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. Si on veut faire des stratégies un peu plus poussées ou qu'on est un peu plus agressif, on peut passer sur du levier x2 voire x3. Après, il faut aussi ça monte et puis ça descend. C'est-à-dire que ça monte par l'escalier et ça descend par l'ascenseur, quoi. Exact. Il faut connaître son profil de risque et il faut être alerte avec est-ce que je suis prêt à accepter ce risque. Il y a un dernier point, puisqu'on parlait tout à l'heure du budget et un petit peu de fiscalité et on va parler dans quelques minutes de Bitcoin et peut-être de comment la fiscalité pourrait changer en France. Un mot sur quelque chose auquel on ne pense pas assez quand on achète des ETF, c'est où est physiquement l'émetteur d'ETF. Où est-ce qu'il est domicilié? On a pas mal d'émetteurs en Europe qui sont basés en Irlande, mais pas que. Comment on fait attention à la domiciliation et comment ça nous impacte fiscalement et même au-delà de la fiscalité en tant qu'investisseur français? Sur les gros ETF, on va avoir 3 pays qui reviennent, en tout cas pour un investisseur français. Forcément la France, on a aussi le Luxembourg et l'Irlande. C'est les 3 gros pays qui reviennent assez souvent. France, forcément, ça va être des ETF qui sont basés en France, qui font tout en France. Luxembourg, c'est moins pour des raisons fiscales, mais plutôt pour des raisons administratives, parce que le Luxembourg, c'est vraiment un hub financier, ça permet, via beaucoup de règles, de faciliter la vie de ses fonds. Et en Irlande, ce qui va surtout faciliter la vie, c'est que pour des ETF avec une réplication physique, donc qui ont physiquement les actifs en portefeuille, quand on a une distribution de dividendes, on a les US qui vont effectuer un prélèvement à la source. Et on a un accord de double imposition entre US et Irlande qui permet une double imposition beaucoup plus faible en Irlande vs France ou Luxembourg. Mais ça s'applique uniquement sur les ETF physiques qui suivent des stocks US. Si on a un ETF synthétique qui réplique un indice US, comme dans le fond, on n'aura pas physiquement ces boîtes US, il n'y aura pas trop d'impact. C'est problématique. On a essayé de vous apporter une grille de lecture pour bien choisir vos ETF. C'était fait avec beaucoup de pédagogie. Merci beaucoup Nicolas Domnesque, qu'on connaît aussi sous le nom de Nicolas Finance. Tu es aux manettes de e-investing et puis on te retrouve partout sur notamment Instagram où tu es un peu le CIF le plus corporate d'Instagram. Merci beaucoup Nicolas. On te retrouve sur YouTube et puis sur tous les réseaux, Insta, LinkedIn et TikTok bien sûr. Et puis si vous préférez nous écouter, on est aussi en podcast sur Apple Podcast, Deezer et puis Spotify. Vous savez maintenant comment choisir un ETF parce que vous avez bien écouté Nicolas. On va changer d'échelle et de volatilité. On va aller parler un petit peu de Bitcoin. On va parler de Bitcoin du point de vue de nous en France puisqu'on rentre peut-être dans une nouvelle ère. En tout cas, il y a une proposition de loi pro-Bitcoin qui est discutée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut espérer ou redouter? On voit ça dans quelques secondes.
Bientôt une réserve stratégique en Bitcoin, oui, peut-être en France, chez nous, c'est ce dont on va parler avec toi, Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Salut, Lorraine. Alexandre, tu es, le Bitcoin guy de la France, ou en tout cas le Bitcoin guy de Bitstack, avec nous pour décrypter ce qui se débat à l'Assemblée nationale. Tu as un gros track record dans le milieu de la crypto, on se connaît de longue date, toi et moi. Et aujourd'hui, on vient décrypter peut-être un moment qu'on n'aurait pas anticipé. Un moment où Bitcoin est débattu à l'Assemblée nationale. Oui, c'est en ce moment, cette semaine, vous qui nous suivez peut-être de manière délinéarisée, on est le 29 octobre, on enregistre le 29 octobre. Et hier, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale. C'est une première en France. Il y a eu des amendements qui ont déjà été déposés, mais sur le minage. Mais là, c'est un gros dos. Là, c'est un package. Raconte-nous un peu. Donc effectivement, c'est une proposition de loi qui a été déposée hier par le groupe UDR, donc d'Éric Ciotti, et qui a pour particularité d'être effectivement un package cohérent. C'est-à-dire qu'on a déjà eu quelques tentatives, quelques on va dire apparitions du mot Bitcoin à l'Assemblée nationale et aussi d'ailleurs au Parlement européen par quelques députés européens, mais très souvent c'est sur des sujets qui sont isolés les uns des autres. Ouais. Il y a eu une proposition de réserve stratégique de Bitcoin qui a été faite au Parlement européen, mais ce n'était pas une vraie proposition au sens d'une proposition de loi, c'était plus juste un discours à l'Assemblée. Il y a eu en début d'année pas mal de propositions qui ont été faites autour du minage de Bitcoin en France, mais là c'est un package cohérent qui s'articule autour d'une réserve stratégique effectivement de Bitcoin avec des modalités d'application. Là on parle d'une réserve stratégique de Bitcoin en France. En France exactement. Alors pour peut-être dédramatiser pour nos auditeurs, c'est quelque chose que maintenant les États-Unis font. Donc la première puissance mondiale accumule déjà du Bitcoin aujourd'hui dans une réserve stratégique. Donc finalement, je tiens à rassurer tout le monde, la France n'est pas non plus à la pointe dans la mesure où il y a d'autres pays qui ont commencé à le faire. Il y a quelques années, on pouvait dire oui, c'est que le Salvador ou c'est que des petits pays. Aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Donc c'est simplement plutôt d'ailleurs se mettre à la page. Il y a tout un volet plutôt sur la souveraineté monétaire autour des stablecoins, des moyens de paiement. Et donc ça rentre aussi sur le sujet porté par Christine Lagarde qui est l'euro numérique. Donc là, la proposition de loi se pose en contradiction. D'ailleurs, il y a même un désir d'interdire l'euro numérique dans cette proposition de loi et de favoriser l'usage de ce qu'on appelle des stablecoins. On pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a toute une partie très importante qui est aussi très complète et cohérente sur justement le minage en France, qui est une opportunité qu'on sous-exploite alors qu'on dispose d'extra capacité sur notre nucléaire aujourd'hui, qui est sous-utilisé et qui ferait qu'en fait, on pourrait faire un deal qui est gagnant-gagnant pour tout le monde en France sur le minage, gagner de l'argent, accélérer la transition énergétique, réduire la facture des Français. Et donc là, il y a une vraie opportunité à aller là-dedans. Et c'était en ce sens, pour le coup, je pense, il y a déjà un plus fort consensus sur le minage, peut-être de façon paradoxale, parce que certains autres partis ont déjà commencé à en parler, y compris le RN en début d'année, mais il y a aussi François Hollande notamment qui avait... Un mot, on va revenir sur cette histoire de minage parce que c'était cet été, il y a eu une actu où le groupe EDF a cédé à un acteur américain. A annoncé qu'il va céder, mais c'est pas encore plié. Voilà. Mais en 2-3 mots, là, pour ceux qui nous suivent, explique-nous avec des mots simples l'enjeu autour de cette cession. Ouais, alors EDF a une filiale qui s'appelle Exaion, et Exaion est une filiale qui est dédiée au service de calcul haute performance et de blockchain. Mais le problème d'Exaion majoritairement, c'est qu'en fait, c'est une filiale qui, de façon assez paradoxale, n'a pas le droit de faire la seule chose rentable, en l'occurrence du minage de Bitcoin. Alors pourquoi le minage de Bitcoin c'est super rentable? Parce que c'est une activité qui en fait est extrêmement flexible, donc qui est capable d'être mobilisée lorsque l'électricité n'est pas chère et de s'effacer lorsqu'elle est chère. Et en fait, il y a très peu de consommateurs qui sont capables de faire ça. Prenez l'exemple personnel de tout le monde. En gros, c'est pas parce qu'on vous dit que l'électricité, en fait, elle est gratuite la nuit, que vous allez vous lever la nuit pour faire à manger. Oui. Non, vous avez des habitudes, vous ne pouvez pas les décaler. Alors qu'on peut programmer du minage de Bitcoin à des heures creuses. On peut en fait le faire de façon flexible, suivre tout simplement même les prix spot en disant là le prix est négatif, du coup je consomme de l'électricité, là il est cher, non je rends l'électricité au réseau. Donc c'est un outil de flexibilité qui est très important et qui est déjà utilisé à échelle même industrielle, par exemple au Texas où ça représente déjà 4 ou 5 gigawatts de puissance. Donc pour avoir un ordre de grandeur, c'est quand même plusieurs réacteurs nucléaires qui sont en équivalent de consommation électrique. Donc là, on a cette filiale qui n'a pas le droit de faire cette seule chose qui est rentable pour des raisons, j'allais dire, bassement politiques au sens où c'est une question d'image. C'est-à-dire que EDF a peur du fait que Bitcoin a une mauvaise image et donc ils ne veulent pas y toucher.
Ils ne veulent pas prendre le risque réputationnel Exactement. à date. Ouais. Ce qui est cocasse, mais j'allais dire plutôt d'une façon d'un rire jaune, c'est que les mineurs de Bitcoin français, ça fait 10 ans qu'ils disent à EDF, c'est une opportunité monstrueuse, on pourrait gagner des milliards par an. On parle de milliards par an. C'est qui ont l'État français, par exemple? L'État ça nous intéresse français, en ce moment. exactement. Milliards, mais justement, on pourrait gagner des milliards par an. Il y a même un calcul qui a été fait a posteriori. Il y avait un mineur français qui avait proposé à EDF en 2017 de miner de façon expérimentale sur des faibles capacités. Mais en fait, si on n'avait pas refusé cette proposition, aujourd'hui, on aurait quelque chose entre, de mémoire, 5 et 15 milliards d'euros qui auraient été produits depuis 2017. Donc ça représente, encore une fois j'insiste, ça représente des milliards d'euros. Et EDF refuse de travailler là-dessus pour des raisons d'image. Et là où c'est rire jaune, c'est que donc, EDF a dit aux mineurs français non pendant 10 ans, et là on apprend au milieu de l'été qu'ils vont céder cette filiale-là à un mineur de Bitcoin américain qui, évidemment, au départ, a commencé par dire non, mais on n'a pas envie de faire du Bitcoin parce que il y avait ce problème d'image. Enfin, c'est un mineur de Bitcoin, donc s'ils ne veulent pas faire de minage de Bitcoin, c'est quand même un peu bizarre. Et ils ont fini par assumer un mois plus tard en disant ok, il y aura peut-être un volet minage de Bitcoin, etc. Donc là, le deal est en cours, il doit être validé par Bercy parce que c'est une procédure d'investissement étranger en France. Alors même que je pense qu'on a les capacités de le faire en France, on a les capacités de le faire avec des mineurs français et surtout, à mon sens, au-delà du minage, c'est un service pour le réseau électrique, c'est un service de flexibilité. Et donc, à mon sens, ça devrait même rester au sein d'EDF parce que ça fait partie de sa mission de service public. Et si j'extrapole sur cette filiale d'EDF, on les associe à blockchain et à la blockchain et à Bitcoin, mais en fait, ce qu'ils font pourrait aussi servir tout simplement le développement de l'IA. Et ça, peut-être que d'un point de vue marketing et image, ça serait plus facile, ou cybersécurité, ça pourrait être plus vendu. Mais ça vend bien mieux. Ouais. On suivra ce dossier. On revient juste sur, du coup, cette proposition de loi déposée. Donc, tu disais que c'est un package qui est assez cohérent, assez dodu. Donc, création de réserves stratégiques, autorisation de paiement en stablecoin, et puis reconnaissance du minage comme une activité stratégique. Maintenant, quelle est la probabilité que ce package soit validé et voté à l'Assemblée, d'après toi? Proche de zéro. Proche de zéro parce que ça a été déposé par un groupe qui est largement pas majoritaire. Donc UDR c'est 16 députés de mémoire. Donc on n'a même pas la certitude que ça va être débattu à l'Assemblée. Pour l'instant, la proposition est déposée, mais on ne sait même pas si ça va être débattu. Évidemment, j'apprends à personne que le contexte actuel à l'Assemblée nationale ne favorise pas, on va dire, les travaux parlementaires rapides. Mais donc, c'est pas tant le fait que ce soit que ça rentre dans la loi ou pas, parce que la probabilité est faible. Mais en revanche, c'est quand même un symptôme et un symbole assez fort, c'est qu'effectivement, il y a encore peut-être 2-3 ans, dire Bitcoin dans le débat public, pour un politicien, c'était un suicide. Parce qu'on dit Bitcoin, instantanément, on se tape tous les poncifs sur la spéculation, le méchant capitalisme, quand c'est pas le blanchiment, le financement du terrorisme et la destruction de la planète. Enfin, en gros, Bitcoin est responsable d'à peu près tout ce qui est néfaste sur cette terre. Et en l'espace de quelques années, en fait, les politiques ont pu constater qu'ils faisaient un calcul qui en fait n'était pas le bon, parce que les politiques à l'étranger, évidemment Trump est le plus récent, qui ont joué sur cette carte Bitcoin, ils ont été élus. Et ils ont été élus, ça a l'air bête comme ça. Et il y a quoi, 50 millions d'Américains qui détiennent des cryptos? Aux États-Unis, c'est à peu près un cinquième, un électeur sur 5 qui a des cryptos. Et culturellement aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont single issue voters. Et donc en fait, c'est des gens qui sont prêts. Pour un sujet. Exactement. Ils ont un sujet, c'est les cryptos. Et peu importe si c'est républicain, démocrate, etc., je voterai pour ça. Et ça, on le retrouve bien parce que avant l'élection de Trump, il y avait même des sondages qui disaient qu'il y avait un électeur américain sur 5 qui avait des cryptos, que ces électeurs se qualifiaient plutôt eux-mêmes de démocrates. Ouais. On était à quelque chose comme, alors je vais dire des chiffres de mémoire, mais c'est quelque chose comme 48% qui se disaient démocrates et 43% qui se disaient républicains. Mais en revanche, quand on leur demandait à ces personnes qui donc se qualifiaient elles-mêmes de démocrates, pour qui allez-vous voter, on avait un flip et les gens disaient à 48 ou 9% Trump. Et à 39, on descendait jusqu'à 39% pour Biden, puis pour Harris. Donc ça montrait bien que sur cette population-là, on ne peut pas cracher sur un électeur sur 5, c'est pas possible. Et ça, maintenant, les politiciens français commencent à le comprendre. On parle tellement de Trump que dans cette émission, on a décidé d'institutionnaliser un moment Trump, Money Time. Écoute ce que raconte Trump. Many have called me the first crypto president. That's an honor. Beaucoup de gens m'ont appelé le premier crypto-président et c'est un honneur, c'est ce que dit Donald Trump. Qui pourrait être le premier crypto-président en France, d'après toi? Oula, très difficile à dire. On ne sait même pas qui sera candidat. Donc pour l'instant, non, c'est impossible à dire. En revanche, il y a quand même une bataille, à mon sens, qui est importante, qui est qu'il faut que ce soit départisanisé, entre guillemets. C'est-à-dire que
Bitcoin, et c'est d'ailleurs, je pense qu'il faut inviter à ceux que ça intéresse à lire l'exposé des motifs de cette proposition de loi, parce qu'il est quasiment plus intéressant que la proposition en tant que telle, parce que ça explique pourquoi on en arrive à ces propositions. La genèse de la genèse, et en fait on retrouve dans cet exposé des motifs une critique assez vive du système monétaire actuel, de l'inflation chronique, une qualification de Bitcoin comme étant une réserve stratégique au même titre que l'or, une référence évidemment à la réserve stratégique nationale américaine, et je dirais que là-dedans, la problématique majeure, c'est que tout ça n'est pas partisan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ce soit un camp plutôt qu'un autre. C'est pas la gauche versus la droite. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le débat politique par une porte partisane qui est plutôt la droite, voire l'extrême droite. Et donc, malheureusement, ça crée une forme de cercle vicieux dans lequel la gauche a du mal à se positionner sur le sujet. Ils ont peur d'être assimilés à l'extrême droite dès qu'ils parlent de Bitcoin. Et ça, c'est dommage parce que, en fait, quand on regarde même la genèse de Bitcoin, c'est plutôt un objet de gauche. Moi, j'aime souvent dire que c'est Occupy Wall Street qui fonctionne parce que c'est quelque chose qui vient critiquer le système bancaire, dont d'ailleurs les premiers utilisateurs sont plutôt des marginaux, je le dis sans jugement moral, mais en tout cas plutôt des dissidents. J'en veux pour preuve que cet été, la prix Nobel de la paix, Corina Machado, donc la vénézuélienne, elle-même est une grande défenseur de Bitcoin parce qu'elle n'a plus accès à aucun financement sauf Bitcoin dans son pays. Les défenseurs des droits humains sont les premiers défenseurs de Bitcoin. Les femmes afghanes, évidemment, les talibans ont interdit Bitcoin en Afghanistan. Motif, ça donne trop de liberté aux femmes. Donc il y a quand même un vrai enjeu de gauche, sans parler de l'enjeu de la transition énergétique qui est évidemment majeur. Et donc ce qui est vraiment important, sans parler d'un président ou d'une présidente, ce serait à mon sens que ça devienne quelque chose au moins de transpartisan pour les prochaines échéances électorales. Ce qu'il faut comprendre dans un monde globalisé qui peut-être se déglobalise, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes monétaires, les mêmes structures, et que dans beaucoup de pays avec une certaine précarité structurelle, Bitcoin apporte une infrastructure. Qu'on soit pro ou contre Bitcoin ou qu'on s'en fiche, c'est quand même assez factuel. Je dirais qu'on a tous le même système monétaire, qui est le système monétaire fiat, c'est-à-dire un système monétaire où l'argent a de la valeur que parce que vous croyez que ça a de la valeur, mais systémiquement, ça conduit à une érosion du pouvoir d'achat. Ça, on le constate depuis la mise en place des banques centrales, en particulier la Fed en 1913, mais surtout depuis 1971. L'euro, peut-être les gens ne le savent pas, mais n'est là que depuis une vingtaine d'années. Il a déjà perdu la moitié de son pouvoir d'achat en l'espace de 25 ans. Donc c'est structurel, j'allais dire, c'est même la cible des banques centrales que de faire perdre aux gens 2% par an dans le meilleur des mondes. Évidemment, depuis 3-4 ans, on est plutôt autour de 5 voire de 10% en Europe. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il faut dézoomer. C'est-à-dire qu'à hauteur de 2 ou 3% par an d'érosion de pouvoir d'achat, on fait partie des mieux lotis. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits où en fait cette érosion, elle est monstrueuse. Elle est de quasiment la moitié par an. Évidemment, l'exemple du Venezuela que je mentionnais n'est pas innocent. Le pire du pire, c'était il y a quelques années où c'était plusieurs millions de pourcents d'inflation. Donc ça veut dire que les prix changeaient en magasin plusieurs fois par jour. L'Argentine en ce moment, évidemment, avant que Milei reprenne, on était à quelque chose comme 100% d'inflation par an. Il l'a ramené à autour de 20 ou 30%. Mais ça reste démentiel. Donc pour ces populations-là en particulier, c'est très utile d'avoir une réserve de valeur alternative qui ne soit pas contrôlée par des intermédiaires financiers qui jouent le rôle d'entrée et de sortie et qui contrôlent et ils censurent. Et ça, évidemment, on le retrouve dans l'adoption. Par exemple, les pays dans lesquels l'adoption est la plus avancée, il y a une boîte qui fait un classement et qui pondère en fonction du pouvoir d'achat, etc. En fait, on ne retrouve pas du tout la France, l'Allemagne. On retrouve l'Inde, le Nigeria, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie. Donc en fait, des pays dans lesquels la confiance structurelle dans les intermédiaires financiers, les autorités publiques et la monnaie est évidemment précaire. Très intéressant de dézoomer comme ça. On pourrait faire une émission entière sur euro numérique versus stablecoin, mais on fera ça dans une autre émission, si tu veux bien, Alexandre. Par contre, je voudrais que tu mettes le pied à l'étrier pour le dernier sujet de l'émission. On va parler de finances, discuter sur l'oreiller, on va parler de couple et de comment on gère son argent. Et tu me disais, parce qu'on échange de temps en temps en off, que toi, pour toi, Bitcoin résout le problème du gender gap. Alors pardon, on parle beaucoup en franglais, mais que Bitcoin, en tout cas, comme actif, n'est pas l'actif où la différence homme-femme est le plus marquée. Autrement dit, par rapport aux hommes, les femmes détiennent pas mal de Bitcoin. Ouais. C'est beaucoup moins quand on regarde les actions, c'est beaucoup moins quand on regarde, je sais pas, les obligations ou d'autres classes d'actifs. Raconte-moi ça avec tes mots. C'est en fait, alors, sans aller jusqu'à dire que ça résout le gender gap, mais on constate effectivement, malheureusement, qu'il y a un écart substantiel dans la gestion des finances dans les couples, en tout cas entre les hommes et les femmes, en particulier parce que de façon héritée, les femmes s'occupaient plutôt de la consommation des dépenses et en fait les hommes constituaient un patrimoine. Et donc notamment pour les générations anciennes, on se retrouve avec des écarts monstrueux entre les hommes qui ont constitué un patrimoine et les femmes qui d'ailleurs sont placées dans des situations de dépendance financière. Donc c'est d'ailleurs un problème dans la gestion du couple d'être dans cette situation de dépendance et de ne pas pouvoir reprendre son indépendance. Mais
Mais évidemment, cette différence-là, elle s'estompe avec les générations, où aujourd'hui, grâce à l'éducation qui est faite sur ces sujets-là, les jeunes femmes reprennent un peu plus contrôle sur leurs finances. Il continue d'y avoir un gender gap, mais il est bien moins significatif. Et à cet égard-là, en fait, les cryptos, le Bitcoin en particulier, est en fait la classe d'actifs plébiscitée par les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, en France, plus d'un détenteur sur 2 de crypto a moins de 35 ans, alors même que ce n'est que 25% de la population. Donc c'est vraiment le facteur discriminant, c'est l'âge, et donc ça permet de se retrouver avec une représentation féminine dans la détention de crypto qui est toujours minoritaire. De mémoire, on est autour de 35 ou 40%, mais en fait, sur les autres actifs, on est autour de 20%. Donc en fait, c'est peut-être un peu contre-intuitif parce que souvent, ça fait partie des choses qui, à mon sens, sont diffusées dans le débat public à mauvais titre. On parle souvent des cryptos, tout de suite, on adjoint le terme crypto-bro, on met Trump, on met l'extrême droite. Exactement. Dans la réalité, en fait, c'est plutôt la phrase d'Itoro dans une étude il y a quelques années, c'est les cryptos ont réussi là où la finance traditionnelle a échoué. Et d'ailleurs, il complétait en disant qu'après le cash, les cryptos sont l'actif financier qui est le plus détenu par les femmes. Donc effectivement, et je pourrais conclure en parlant aussi de façon systémique, en bouclant avec mon sujet tout à l'heure sur, par exemple, les femmes en Afghanistan ou en Iran, les femmes, de par le monde, sont parmi les premières victimes de la censure financière. Donc, d'une certaine façon, Bitcoin leur parle à elles avant de parler aux hommes. On retrouve d'ailleurs le sujet sur des autres minorités. Typiquement aux États-Unis, la sociologie montre que les gens qui utilisent les Bitcoins avant, ce n'est pas les jeunes hommes blancs de New York, c'est les minorités ethniques, c'est les femmes en surreprésentation, encore une fois, ce n'est pas en valeur absolue. Mais donc, on retrouve quand même cette variable où, à mon sens, effectivement, Bitcoin peut contribuer à cette éducation financière pour les femmes. Ode à Bitcoin avec Alexandre Stachenko, le directeur stratégie et communication de Bitstack, application française. D'épargner en Bitcoin. Pour épargner en Bitcoin, mais marginalement dans votre quotidien. Voilà, merci beaucoup Alexandre, merci. Le Bitcoin Guy de Paris et de la France. Merci pour ton analyse. On te retrouve partout sur les différentes pages de Aircube. Cette interview, on vous en donnera les meilleurs moments, on les diffusera sur les réseaux sociaux pour continuer peut-être à apporter ta parole ou en tout cas ton analyse, ce débat à l'Assemblée nationale qu'on continuera à suivre. Et j'en profite pour dire coucou à The Big Whale qui couvre avec attention nos confrères de The Big Whale ce débat où vous pouvez vous aussi trouver des infos sur la stratégie Bitcoin et l'intégration de Bitcoin dans la stratégie financière et peut-être énergétique française. Une approche prudente, réfléchie, vous avez vu, et stratégique, c'est ce qu'on essaye d'avoir sur le Bitcoin. Mais maintenant, on va parler de proches prudentes et stratégiques à l'intérieur de votre couple. On décortique une étude en exclusivité pour Money Time avec l'équipe d'XTB. À tout de suite. Et merci beaucoup, Alexandre. Merci. On va parler finances et couple. Figurez-vous qu'on est 2/3 des Français et des Françaises à parler finances sur l'oreiller. Et on peut dire que ce n'est pas des conversations faciles, qu'on n'est pas toujours d'accord. On va parler de genre, mais de manière pragmatique avec toi. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine Andréani, tu es la tête chercheuse de XTB France. Vous publiez une étude qui parle de nous, de couples investisseurs, et on va la décortiquer avec toi. On va se demander si l'amour est aussi fort que l'épargne. Qu'est-ce que tu retiens comme grande tendance de ton étude que tu peux partager avec nous, un constat universel? Alors, c'est une étude menée par XTB France et Ipsos. On a interrogé 1000 couples. Donc, c'est une étude qui est très, très intéressante. Et nous, ce qu'on a voulu savoir, au début, on l'a fait parce qu'on voulait savoir comment s'organisait le couple, comment il investissait, comment il interagissait ensemble, est-ce qu'il y avait des disputes ou pas, mais surtout pour savoir s'il était efficace dans son objectif de battre l'inflation à la fin de l'année, parce que pour un investisseur, c'est ça l'objectif absolu. L'inflation, elle est de 3% aux États-Unis, 1% en France, mais aux États-Unis, si on la calcule avec la méthode des années 80, elle peut monter à 7-8%. Donc c'est pas la musique. Donc on a fait ce sondage, on a posé 5 questions à des couples français. Des couples hétéros, il faut préciser, parce qu'on parle de genre dans cette étude, oui. Hommes et femmes. Qui décide? Quels produits vous détenez? Quel est votre cercle de confiance avec qui vous échangez, la famille, etc. Quel est votre objectif? Et quelle est la fréquence des désaccords? Et de tout ça, on en a retiré beaucoup d'informations. Alors moi, je suis un expert des marchés financiers, mais j'ai essayé de vous synthétiser tout ça. Les couples français privilégient la sécurité avant la performance. Ça, c'est du grand classique en France. Ils privilégient la discussion à la codécision.
Ok. C'est-à-dire qu'ils discutent beaucoup ensemble, les 2 tiers des composantes d'un couple discutent ensemble, mais par contre, il n'y en a qu'un seul qui décide, et la codécision, la coopération, la décision en coopération ne monte qu'à 38%. Alors, je ne sais pas si c'est un bon chiffre, pour moi, c'est juste correct. Vous savez qu'on discute des sujets d'argent, mais ultimement, il n'y en a qu'un qui agit, qui alloue, qui répartit l'investissement. Oui, et c'est beaucoup, c'est 58%. Alors, chez les jeunes, c'est 65%, les 18-35, c'est au-dessus. Pas trop de chiffres, parce que tu vas me perdre. Moi, je veux des grandes tendances pour savoir si je suis dans la norme dans mon couple. On ira creuser plus tard. Autre élément très important, c'est la paix dans le couple, qui est privilégiée par rapport à la prise de risque. C'est-à-dire que dans 84% des cas, il y a peu ou pas de désaccord au sein du couple. Sécurité Et first. ça, c'est énorme. C'est très, très fort. Par contre, en contrepartie, ça, c'est un classique chez l'épargnant français, on va privilégier la sécurité avant le risque. Antoine, peut-être la question que j'aurais dû te poser en amont, c'est là où on parle de l'argent du couple. Donc ça veut dire que l'argent qu'on met au pot commun. D'où la nécessité de la collégialité, des discussions et des décisions, quoi. Ouais. Oui, absolument. Ok. Quoi d'autre pour conclure le portrait Grosso modo, la finance dans le couple, on en parle à 2, mais on décide seul. C'est ce que je retiens vraiment en premier. Autre élément important, c'est chez les jeunes couples, ils apparaissent vraiment comme la génération qui est plus individualiste, qui s'oriente un tout petit peu plus vers les actifs risqués et qui est plus conflictuelle au niveau financier. On a 25% de désaccords légers ou pas du tout. Après, qui dit jeune couple, dit aussi quand même plutôt jeune investisseur. Oui, mais grosso modo, l'investisseur jeune se comporte comme l'investisseur âgé ou senior. Il va s'orienter vers des produits vraiment très très classiques en France, du livret A, ensuite l'assurance vie, et tout à la fin, le CTO, un compte titre qu'on peut partager, compte titre traditionnel ou PEA, que l'on ne peut pas partager dans le cadre du PEA. Mais dans l'ensemble, voilà comment c'est réparti. Et les jeunes se démarquent un tout petit peu plus dans la gestion risquée. Chacun son PEA et après un compte titre ordinaire partagé. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'investissement de couple, Antoine? Idéalement, je ne sais pas quoi trop dire, mais idéalement, voilà, c'est plus... la clé, en fait, la chose la plus importante, c'est de bien se former, de savoir ce qu'on fait. Parce que si une personne n'y connaît rien et délègue à l'autre qui n'y connaît aussi rien, également rien... Qui fait semblant de connaître. Qui fait semblant. C'est ce qu'il y a de pire. Sur le long terme, on peut se dire que c'est mauvais pour le couple, au final. Et mauvais pour l'épargne, et mauvais pour l'objectif de battre l'inflation à la fin de l'année. J'échange avec beaucoup de gestionnaires de patrimoine et de gérants de fortune, et je pense à Marion, qui est une des gérantes avec qui j'échange régulièrement, qui me donne le conseil quand elle gère, elle, plutôt des clientèles assez aisées. Elle dit: j'ouvre un PEA pour chaque membre du couple, je mets la même chose dans les 2 PEA, et après chacun de leur côté fait ce qu'il veut, mais au moins dans leur PEA ils ont tous les 2 la même chose. Comme ça, égalité totale dans la comparaison, on va dire. Moi j'ai retenu un chiffre de cette étude, c'est que 12% des femmes en couple déclarent ne jamais parler d'investissement. C'est quand même plus d'1 sur 10. Jamais parler d'investissement. Alors peut-être qu'il y a un peu de vocabulaire, c'est le mot investissement plutôt que le mot épargne, donc ça veut dire que peut-être ces femmes-là, elles ont un rapport à l'argent qui est strictement épargne et qui n'est pas allocation ou investissement. Est-ce que toi qui es sur les marchés depuis un moment, tu trouves que ça a un peu bougé? Là c'est plus le regard perso que le regard pro que je te demande de poser, Antoine, sur la situation. Est-ce que tu trouves que ça s'améliore? On parlait tout à l'heure, on comparait avec les US, la France, on comparait l'Europe avec les US, et on voit bien qu'il y a une maturité historique des États-Unis avec des investisseurs sur les marchés à presque 70%. En Europe, c'est un petit peu en dessous. Et en France, je crois que c'est 30% à peu près des Français et des Françaises qui sont sur les marchés actions. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que tu le sens, ça? Ça, c'est difficile à dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'au Portugal, en Roumanie, en Pologne, il y a de plus en plus de tradeuses et d'investisseuses. Professionnel ou non, à titre oui, perso? Oui, à titre personnel. Et ça bouge. Alors, il y a Cathy Wood, qui est la star des investisseuses dans le monde. Mais en France, je crois qu'on est vraiment très, très conservateur. Et pas de surprise, à mon avis, de ce côté-là. Donc, ouais, c'est tabou pour 12% des femmes, 10% en général. Et c'est beaucoup quand même, hein, 10%. C'est soit des personnes qui n'en parlent pas, ça ne les intéresse pas. Et là, c'est une terrible erreur. Ou alors, c'est des personnes qui se délestent totalement sur l'autre
et l'autre conjoint a intérêt à savoir ce qu'il fait parce que voilà, il a en charge l'épargne du couple. Il porte le risque du couple entier. Très intéressant, on voit bien qu'il se passe quelque chose autour de la finance familiale, de la finance du couple, même que les institutions financières s'intéressent un peu plus au profil féminin. Pour toi, et peut-être pour conclure un peu sur la volonté d'XTB de s'intéresser aux femmes, c'est quoi les motivations ? Alors, je ne peux pas trop parler au nom d'XTB, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Par contre, je pense qu'au niveau des banques, c'est un nouveau marché qui s'ouvre un petit peu au cours des décennies. La femme dans la société est l'égale de l'homme, au travail aussi. Donc, c'est tout un marché qui s'ouvre, je pense, pour le domaine de la finance. Et donc, il y a, je crois, plus de marketing qui est fait dans ce sens. Voilà, ce marketing qu'on observera de près. De toute façon, le plus on démocratise l'investissement, le mieux on va tous se porter. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et soyons pour la paix des ménages, y compris dans les discussions financières. Merci beaucoup Antoine Andriani, le directeur de la recherche de XTB France, qui évidemment t'a fait un petit pas de côté pour venir décrypter avec nous cette étude, un petit pas de côté par rapport à ton activité quotidienne. Étude très intéressante dont on vous mettra les meilleurs chiffres sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous en servir peut-être dans vos discussions de couple. C'est la fin de Money Time. Merci à nos invités qui comptent, à ces idées, j'espère, qui ont claqué dans vos têtes. Et merci surtout à notre équipe qui carbure. C'était le 2e épisode de Money Time, produit par Aircube Media Group. Si cet épisode vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez sur la plateforme où vous êtes. Et puis, venez parler avec nous sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. C'est comme ça que vous pouvez nous aider à faire vivre Money Time. Et surtout, dites-nous ce que vous pensez. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos critiques, vos retours, on lit tout. Un grand merci à notre partenaire 109 qui m'habille aujourd'hui dans une tenue de lumière. Et puis merci à toute notre équipe, Emma, Sarah, Brian, Alexandra, Aurélie, Johan, le studio, Michael, Nelson, Morgan, Marion, Félix, Lucas. Et puis merci à vous de nous suivre. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien d'ici là. Everything I touch turns to gold. How about